Dans l'actualité également, la suite du mouvement de contestation en Algérie, journée symbolique demain 19 mars avec le 57e anniversaire des accords d'Évian qui ont mis fin à la guerre d'indépendance avec la France. Avec nous sur le plateau de 64 minutes, Karima Diresh, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, actuellement à la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, c'est à Aix-en-Provence, dans le sud de la France. Vous avez notamment co-dirigé un livre qui a pour titre L'Algérie au présent, entre résistance et changement. Ça sortira début avril, édition IRMC Cartala. Alors, depuis le 22 février, ça fait presque un mois que ce mouvement de contestation a débuté. Tout le monde a été pris de court, disons-le. Comment est-ce que vous expliquez ce soudain déclic de la population algérienne, ce mouvement citoyen? Ou bien ce soulèvement est complètement lié directement à la décision du 5e mandat du président Bouteflika. Autant on avait imaginé aussi, on avait pensé que le 4e mandat c'était déraisonnable puisqu'il était malade et clairement pas en mesure d'assurer ses fonctions. Le 5e mandat, cette décision de renouveler un 5e mandat a été considérée effectivement comme, je dirais, une expression d'humiliation. Ouais. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que les Algériens l'ont ressenti. Alors, en tous les cas, aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est non à l'extension du 4e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Mais beaucoup disaient que les Algériens étaient vaccinés contre la tentation de la rue, de la mobilisation massive, notamment avec cette décennie noire dans les années 1990. En fait, ils ont démenti cette idée reçue, les Algériennes et les Algériens. C'est les lunettes avec lesquelles on a regardé et observé la société algérienne depuis 20 ans. Mais c'est lié aussi à un discours, je dirais, performatif des dirigeants algériens qui ont fait en sorte de maintenir en fait la population algérienne dans l'idée que c'est une population effectivement qui a encore en sidération post-traumatique liée aux violences des années 90, mais aussi donc qui n'est plus en mesure ou qui n'a plus du tout envie d'occuper la rue et de contester l'ordre établi sous peine effectivement peut-être d'autres instabilités, mais aussi une idée que cette société est dépolitisée et ne s'occupe pas de politique. Et ce langage, effectivement, a été performatif puisqu'il a fait en sorte que même les observateurs les plus avertis n'ont pas vu arriver. En fait, cette mobilisation, diriez-vous que le régime algérien a surestimé la patience du peuple ? Je ne sais pas s'il a surestimé la patience du peuple, parce que qu'est-ce que ça veut dire un peuple patient? Moi, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, c'est l'expression d'une arrogance absolue des dirigeants algériens. Depuis, et ça c'est une tradition depuis 1962, je dirais que cette arrogance et le mépris à l'égard de la population, c'est quelque chose qui est inscrit dans l'ADN politique des dirigeants, des élites politiques algériennes, qui se sont parfaitement bien reproduits depuis 1962. Vous dites notamment qu'une architecte que vous connaissez et qui est à Oran vous a dit que en 1962 c'était l'indépendance, demain je le disais 57e anniversaire des accords d'Évian, elle vous dit aujourd'hui c'est la libération. Oui, absolument. Ce sentiment effectivement de s'être affranchi de la crainte, de la peur, de redécouvrir ses concitoyens, cette forme d'enthousiasme d'occuper l'espace public et de ne pas laisser à ces élites politiques qui sont en plus des élites plutôt opaques le soin de décider pour soi. Oui, il y a une vraie forme de libération. Je pense que ce qui se passe actuellement depuis ces 4 manifestations, depuis le 22 février, il y a quelque chose qui relève du ressort psychologique, je dirais, de foule et du ressort psychologique collectif qui fait que ces personnes, par millions, occupent l'espace public et pas simplement Alger, puisque c'est sur les 48 wilayas nord, sud, est, ouest, et que ces populations, cette société, ces hommes et ces femmes qui sortent, eh bien, qu'ils soient hommes ou femmes, vieux ou jeunes, islamistes ou pas islamistes, eh bien, ils sont tous, ils partagent tous ce désir et cette conviction, en fait, de changement. De changement, pas de réforme, de changement, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus de ce régime. Alors justement, est-ce que ça peut aboutir à non pas une réforme, mais un changement au-delà de la personne même d'Abdelaziz Bouteflika? Vous l'avez dit, il y a une opacité. On évoque souvent le rôle de l'armée, tantôt ceux de clans, certains très durs parlent même d'une mafia au pouvoir. Est-ce que ça peut changer?
Alors, la question, effectivement, il y a une chose qui est très claire dans la revendication de la foule, c'est qu'ils ne veulent pas d'une transition politique contrôlée par le haut, clairement, parce que je pense qu'ils ne sont absolument pas dupes. Les Algériens ont beaucoup appris de leur propre histoire, mais je pense aussi qu'ils ont beaucoup appris ils ont tiré des leçons des révolutions arabes, de ce qui, des défaillances, je dirais, ou de ces naufrages, de ces printemps arabes tels qu'ils se sont exprimés en 2011 et 2012. Et je pense que 8 ans après, c'est quand même pas négligeable, cette question de leçon historique. Sur la question, effectivement, de quelle alternative... Justement, vous dites naufrage, ce qui n'est pas le cas de la Tunisie. Est-ce que ça peut servir de modèle? Non, sans reproduire le cliché Tunisie laboratoire, mais tout de même, on sent qu'en Tunisie, il y avait, en tous les cas, un tissu politique, une opposition réelle, parfois très dure, aussi de la gauche radicale, très dure par opposition à la dictature, bien entendu. Est-ce qu'en Algérie, il existe une réelle opposition ? Ben non, l'opposition, elle servait d'alibi à un pseudo-état de droit. Et donc, on a fait en sorte que cette opposition-là soit vidée de sa puissance contestataire. Ne serait-ce qu'on voit ce qu'on a fait des partis islamistes algériens, qui très tôt ont été intégrés dans le jeu du pouvoir dès le milieu des années 90 et qui sont devenus, en fait, des islamistes décaféinés, extrêmement light. Mais donc, comment faire sans parti politique? Parce qu'il faudra bien passer par les unes des élections législatives, y compris pour une constituante, une assemblée constituante. Moi, je pense qu'il faut faire confiance à ce pays et à cette société qui a montré de quoi elle était capable. Donc, depuis ces manifestations considérables qui ont mis dehors des millions et des millions d'individus, qui ont montré à quel point ils étaient capables de s'organiser, qui ont montré à quel point la question d'une contestation pacifique organisée de façon horizontale, parce que pour l'instant, il n'y a pas de leadership. Alors, une fois qu'on est sorti de cela, effectivement, la question se pose, parce qu'il y a quand même une vision extrêmement romantique de cette foule qui s'embrasse et joyeuse, et puis qui fait preuve de cette dérision absolument extraordinaire à l'égard d'elle-même et à l'égard de ses dirigeants. Il faut faire confiance à cette foule, à cette société, parce qu'à mon avis, je pense que les forces de proposition, elles vont sortir de cette société civile qui était totalement inaudible jusqu'à présent, et qui travaillait tranquillement, je dirais, sans les moyens qu'on pouvait lui donner, et qui va être capable effectivement de pouvoir avancer un certain nombre de choses. Merci beaucoup Karima Direj d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes historienne et donc demain, nouvelle journée de mobilisation en Algérie avec notamment les étudiantes et les étudiants à la tête de la contestation partout en Algérie. On reste en Afrique.